Christian Lalive d'Épinay est un humaniste. Il aime la musique, la littérature, la philosophie, l'histoire. Il s'intéresse aussi à la peinture. Il aime l'argent, le vin, les dames. Bref, c'est un homme qui profite de son âge, très évident aujourd'hui, puisqu'il est professeur honoraire de notre université depuis quelques années, profite de son âge pour, essayer toutes les facettes de l'existence et, à vrai dire, et j'en suis un peu jaloux, y exceller. Il est presque bon en tout. Quelquefois, il fait des gaffes, vous le verrez probablement, parce qu'il lui arrive peu souvent de faire une conférence sans se tromper lourdement. Mais ça fait partie de son personnage. Humaniste, il l'est dès ses études, en quelque sorte, puisqu'il commence par la théologie, y excelle. Ah non, il a même fait 6 mois au Poly. Là, c'était moins bon. Il excelle en théologie, mais très vite, il se tourne vers les sciences sociales et achève son parcours de formation initiale, puisqu'aussi bien les professeurs sont d'éternels étudiants, par son doctorat en sociologie qu'il obtient avec les meilleures évaluations. Assez vite, en même temps que moi, il devient professeur à l'Université de Genève après avoir exercé ses talents de chercheur en Amérique du Sud, au Chili, où il s'intéressait particulièrement à un thème cher à la Genève depuis la Réforme. Il s'intéressait au rapport entre religion et développement économique. Et au lieu que d'étudier ça sur Calvin et Genève, il l'a étudié sur le pentecôtisme au Chili. De retour du Chili, il va s'intéresser beaucoup, ici à Genève, à ce qui deviendra son thème de prédilection, à savoir les parcours de vie, en se centrant plus particulièrement sur la vieillesse. Et son but, évidemment, comme sociologue, c'est de mettre en rapport le changement social, ou plutôt les incidences du changement social, sur le vécu, les conditions dans lesquelles on vit cette vieillesse. Il fonde autour de ce thème, parce qu'il aime bien graver dans les reins ce qui l'intéresse, il fonde le CIG, le Centre interfacultaire de gérontologie, avec nos amis Jeanne Ray, mais aussi avec bien d'autres personnes, telles le professeur Hagman, le professeur Junot, etc. Et il le développe comme directeur pour en faire progressivement ce qu'il est devenu aujourd'hui, plus exactement depuis l'année passée, un centre national de compétences sur le thème parcours de vie et vulnérabilité, centre de compétences qui est partagé avec l'université de Lausanne, ou qui est co-dirigé entre Genève et Lausanne. Ce qui peut-être, et j'en terminerai par là, caractérise le mieux sa pensée telle que je la vois sur ce thème de l'âge, et j'oubliais de dire qu'il a aussi beaucoup travaillé le grand âge, en menant les premières études longitudinales, en suivant des cohortes de personnes âgées jusque bien au-delà des 80 ans, des 90 ans, pour essayer de dessiner ces parcours de vie. Ce qui, je crois, caractérise le mieux sa philosophie, c'est le refus de donner une définition, en quelque sorte, objectiviste de l'âge, qui verrait celui-ci défini par des paramètres extérieurs au vécu de la personne. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que l'âge, il est en quelque sorte dans l'œil de celui, de celle qui le vit, que loin de se définir toujours par une sorte de pente inclinée, il se caractérise comme une chance de progressif ou de progressif accomplissement de soi. Et dans le fond, toute sa recherche
va tendre à montrer comment, à travers les expériences du vieillissement, on peut se conquérir soi-même plutôt que de se perdre. Mais il ne s'agit pas d'une certitude, il s'agit d'une chance qui fait toute sa place à la liberté et au travail. Je ne vous en dis pas plus, il vous racontera ça beaucoup mieux que moi. Me voici, mesdames et messieurs, fort emprunté. Que puis-je ajouter? Il vous a tout dit. Jean Kellerhals et moi-même, nous sommes connus sur les bancs de cette université. Ça fait un bout de temps. Et ce que j'aimerais vous dire après avoir entendu son propos, c'est que je pense que vous découvrez comme moi, à nos âges, l'importance de l'amitié. D'une certaine mesure, nous retrouvons après la retraite parce que nous avons plus de disponibilité, plus de temps pour les amis, mais aussi plus de temps pour la liberté avec les amis. Je découvre parfois que nous parlons comme nous parlions quand nous étions étudiants, c'est-à-dire avec la même ardeur, la même liberté, alors que pendant peut-être nos années de carrière universitaire, nous avions moins de temps, nous étions plus pris par des obligations. Et c'est une expérience merveilleuse, de même que, bien sûr, le drame, c'est qu'à notre âge, il arrive que l'on perde un ami cher, et c'est chaque fois une déchirure. Il faut que j'en vienne à cet exposé. J'ai voulu faire une petite transition pour que vous oubliez ce que vous a dit Jean Kellerhals. Non, ah ben voilà, là je suis mal barré. Voilà. Et l'ennui, c'est que je ne trouve pas le truc pour faire... Ah voilà, celle-là. Sur mon ordinateur, c'est à gauche. Alors, oui. Bien. Voici, le thème que j'aborde est un thème, vous imaginez, délicat. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question du vieillissement des populations et des individus, qui m'apparaissait comme une des mutations majeures de nos sociétés, c'était, voici exactement 36 ans de cela. Et si je l'ai fait, c'est d'ailleurs à l'instigation de deux amis chers, Michel Bassan et Jean Kellerhals, qui m'ont invité à rejoindre un groupe qui se formait sur ces questions. Mais quand j'ai commencé ces travaux, un collègue économiste m'a dit « Lalive, tu t'engages dans un sujet plein d'avenir ». À cette époque-là, ce que je ne voyais pas vraiment, c'est qu'un jour, cet avenir allait me rattraper. Et aujourd'hui, je sens, si vous voulez, cet avenir est mon présent. Ce qui provoque un curieux retournement de situation. J'ai travaillé pendant 30 années sur une problématique dont je suis aujourd'hui l'objet. C'est une chose très intéressante. Mes successeurs au Centre interfacultaire de gérontologie vont refaire une étude que nous avons faite d'abord en 1979 avec Jean Kellerhals, puis ensuite en 1994. Ils vont la répéter cette année dans un décalage de temps un peu plus grand. Qui sait si nous ne serons pas dans l'échantillon de personnes âgées, genre. C'est-à-dire de chasseurs, nous sommes devenus le gibier des spécialistes, vous et moi. Et c'est vrai qu'un thème comme celui-ci, c'est un thème où, comme chercheur, je ne considère plus simplement les personnes âgées vieillissantes du dehors dans leur trajectoire existentielle, mais où, si, je le considère toujours, mais en même temps, je me considère moi-même, je suis impliqué dans cette trajectoire existentielle. Si vous permettez, comme j'ai des consignes très strictes sur le temps, je vais récupérer ma montre. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? Pardon, alors oui, c'est suivant, mais c'est peut-être plus simple de le faire si je trouve la croix. Ben non. Ce dont j'aimerais vous entretenir, c'est donc de ce thème de l'identité et de sa mise en question dans le grand âge. Qu'est-ce que l'identité? Je n'en aborderai que certains aspects. L'identité, notre identité, c'est la réponse à la question quand nous voyons la photo quand nous avions 30 ans ou 10 ans ou 40 ans, qui c'est celui-là, hein?
Quand je le vois, je me souviens de lui, mais j'ai le sentiment de ne plus être lui tout en étant encore lui. Donc c'est un principe de continuité dans le changement, parce que notre vie, c'est une tautologie, s'inscrit dans le temps, et que le temps est changement. Et qu'en même temps que nous changeons, le monde dans lequel nous vivons, pendant que nous vieillissons, le monde, lui, se transforme. Ce monde n'est plus celui de notre enfance, ni même de notre âge adulte, et nous sommes entourés d'objets techniques, d'une technologie qui nous le rappelle. Alors là, j'ai un petit... Voilà. Non ? J'y arriverai, vous savez, avec un petit peu de temps. Voilà. Donc, mon interrogation ici, c'est quand on vieillit, quand on devient très âgé, et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes destinés à devenir très âgés, comment préserver ce sentiment de rester soi-même, d'être soi, alors qu'avec la vieillesse, nous nous fragilisons, que cette fragilisation fait ses ravages et que la mort se rapproche. La base de réflexion est bien sûr l'ensemble des recherches que nous avons faites au Centre de gérontologie, en particulier cette étude dont M. Kellerhals a fait allusion, à laquelle M. Kellerhals a fait allusion, cette étude où nous avons suivi 2 cohortes, 2 générations d'octogénaires sur à peu près 10 ans. C'est une étude de terrain qui a duré 10 ans et qui s'est achevée quelques années plus tard parce que l'analyse de ce matériel a pris pas mal de temps. Mais je dirais que cette base de recherche est aussi aujourd'hui doublée d'une réflexion que je mène sur ce qui m'arrive à moi et que je partage avec quelques amis aussi dans cette expérience que nous faisons de devenir vieux. Voici en gros mon plan. Dans une première partie, j'aimerais traiter du rapport entre identité, temps et mémoire. Puis, dans une deuxième partie, je vous présenterai dans l'ensemble des récits, parce que nous ne faisons pas que des enquêtes dites quantitatives par questionnaire fermé, mais nous travaillons aussi par entretien en profondeur, j'aimerais vous présenter 3 récits que, bien entendu, j'ai choisis pour illustrer la diversité des réponses à ma question. L'identité que nous avons est une identité en construction permanente. Elle n'est pas achevée à un moment donné et elle est presque toujours mise en question par notre expérience, de notre avance en âge et de notre vieillissement. Elle s'inscrit dans le 3 et je dirais qu'elle s'inscrit à l'interface, au croisement de 3 temporalités. En premier lieu, et cela peut être illustré par notre âge, j'ai 72 ans, nous vieillissons. C'est-à-dire qu'il y a notre vieillissement biologique, notre trajectoire, la trajectoire de notre être biologique qui nous entraîne dans le temps. En deuxième lieu, il se trouve que nous vieillissons dans un environnement, dans une oikos, une maison, un environnement socioculturel, la société, le monde dans lequel nous vivons, et que ce monde se transforme. La troisième temporalité, je l'appelle l'historicité du sujet. Si la première temporalité peut être illustrée par notre âge, la deuxième temporalité par le fait que nous vivons notre âge en 2010, vous voyez, je retiens le temps. La troisième peut être illustrée par notre date de naissance, dans mon cas 1938. C'est-à-dire ce point, cette année-là, où j'entre en quelque sorte, moi, petit insecte humain, dans l'histoire. Cette conjonction entre le développement de l'histoire et le déroulement de ma vie. C'est-à-dire, j'entre un peu avant la guerre. Remarquez ici la différence. Quand on dit d'une personne qu'elle a 85 ans, on voit le vieux ou la vieille. Quand on dit d'une personne qu'elle est née en 1920, par exemple, on voit une histoire, on voit une trajectoire de vie, on voit tout un monde qui se transforme et une transformation du monde que cette personne a vécue et qu'elle peut se remémorer. Ce sont 2 perspectives tout à fait différentes. Et ici, l'historicité du sujet, c'est qu'est-ce que nous avons fait finalement de nos vies.
de ce doux faisceau de détermination, biopsychologique d'un côté, socio-historique, qui constitue non pas un champ fermé de déterminisme, mais quelque chose que j'aime appeler un champ du possible. N'est-ce pas? Nous apprenons un langage. Dans l'apprentissage du langage, il y a une sélection des sons, et notre oreille, petit à petit, se ferme, elle entend une gamme phonique beaucoup moins grande, elle détecte beaucoup moins de sons, mais en même temps, elle acquiert ce merveilleux outil de communication qu'est le langage. Donc ce champ de détermination, c'est aussi un champ de possibilités dans lequel nous nous mouvons, nous rencontrons autrui et nous agissons, nous décidons. C'est Jean-Paul Sartre, un auteur de nos 20 ans, qui disait à ce propos, la question est de savoir ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Qu'avons-nous fait de ce qu'on a fait de nous, n'est-ce pas, de nos déterminations? C'est la troisième temporalité, c'est notre historicité. En langage théologique, on dirait c'est notre incarnation. Ces trois temporalités à la confluence desquelles nous vivons, ou dans l'entrecroisement desquelles nous vivons, nous amènent à poser la question de la conscience que nous avons de notre identité comme principe de continuité dans le changement. Et j'aimerais vous proposer que cette conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas un donné, mais un construit, le fruit d'un travail que nous prolongeons consciemment ou non consciemment tout au long de notre vie. Car cette identité est à reconstruire ou à prolonger en fonction de ce que nous vivons, des crises, des joies, des expériences de vie, des voyages, des déplacements. Je crois que sur cette question de l'identité et du rapport au temps, il y a une référence indépassable, je la considère comme indépassable, à la suite d'un philosophe d'ailleurs qu'on nous enseignait quand on était jeune, Bergson, Saint Augustin, qui a écrit les Confessions aux environs de la fin du IVe siècle. Les Confessions sont un ensemble de méditations, de prières à Dieu dans lesquelles Saint Augustin, ce grand berbère, s'interroge et il dit « Mais le temps, quand j'y pense pas, je sais ce que c'est. Mais quand on me pose la question, je m'interroge. » Et il poursuit sa méditation sur le présent, le passé, l'avenir en disant « Mais ce qui m'apparaît à l'évidence, c'est que finalement, ni l'avenir ni le passé n'existent. L'un est fini et l'autre n'est pas encore là. Il n'existe pas comme réalité, comme monde réel. Et ce n'est pas user de mots propres que de dire « il y a 3 temps ». Et il poursuit sa méditation, d'ailleurs avec aussi des considérations sur le présent. Finalement, le présent, c'est la seule chose qui existe, mais c'est totalement éphémère, puisque déjà le début de mon exposé relève au passé. Et quant à ce qui va venir, vous ne le savez pas encore. Je suis censé le savoir en partie. Et Augustin continue, en fait, on devrait dire plus exactement, il y a 3 temps. Le présent du passé, le présent du présent, le présent de l'avenir. Mais en fait, ces 3 temps n'existent pas dans la réalité du monde objectif, ils n'existent que dans mon esprit. Je ne les vois pas ailleurs. Et il va nous définir, enfin, nous donner un vocabulaire pour ces 3 temps. Le présent du passé, c'est notre mémoire, ou la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition directe, c'est-à-dire ce que l'on a classiquement défini comme le travail de nos sens sur la réalité, le produit de ce que nous communiquent nos sens sur le monde environnant et la synthèse que nous en faisons par la réflexion, par l'exercice de l'intelligence. Quant au présent de l'avenir, c'est l'attente, ou dans un autre texte, il dira c'est l'espérance. En espagnol, c'est le même mot, esperar. En latin, il y a des mots différents, mais les sens se croisent très vite. Et il conclut, si l'on me permet de m'exprimer ainsi, je vois et j'avoue qu'il y a 3 temps. Oui, il y a 3 temps. Alors finalement, je dirais que l'identité,
c'est la manière dont nous parvenons à articuler dans notre présent, à l'âge que nous avons, dans le contexte socio-historique que nous vivons, notre passé, à construire cette mémoire de notre passé en fonction de l'attente que nous avons de l'avenir. Je suis ici très près du concept d'un philosophe, Paul Ricoeur. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, vous savez que Paul Ricoeur est mort il y a quelques années à 92 ans, je crois, et que peu avant, il avait publié un dernier livre qui porte sur le thème de la reconnaissance, ce qui montre que nous pouvons espérer avoir encore quelques belles années devant nous. C'est pour moi un des plus grands philosophes du XXe siècle, et c'est en plus un très grand honnête homme, je dirais. Paul Ricoeur parle donc dans Temps et Récit de cette notion d'identité narrative, et pour lui, l'identité narrative, c'est la production d'un récit autobiographique à partir dans un présent et en fonction de l'attente de l'avenir que nous avons, production d'un récit dans laquelle la personne récupère de manière sélective son histoire, l'histoire de son passé. La mémoire, c'est toujours une récupération sélective, n'est-ce pas, pour l'investir dans ce qui lui reste d'avenir. Dans une autre tradition, la tradition américaine liée à George Herbert Mead, de l'école de Chicago, on trouve quelque chose de très semblable. Je lis ceci dans la bouche d'un disciple de Herbert Mead. C'est à travers la narration de leur propre récit de vie que les individus sont capables de donner du sens à leur vie, de construire leur moi, d'en avoir le meilleur entendement et de préserver leur identité. Alors la question que nous avons maintenant, c'est comment se conjuguent ces trois formes de présent au grand âge. Mais d'abord, peut-être faudrait-il préciser ce que caractérise le grand âge. Dans une enquête qui est en cours actuellement dans 10 pays sur changements et événements dans le parcours de vie, nous posons à des personnes de différents âges la question suivante, c'est une des questions. Est-ce qu'il y a eu des changements importants dans votre vie au cours de l'année écoulée ? Un des résultats, c'est que, contrairement à certains auteurs qui parlaient de la vieillesse comme d'un âge non événementiel, la vieillesse n'apparaît pas comme un long fleuve tranquille. Le nombre de personnes mentionnant des événements importants dans leur vie survenus dans l'année écoulée, et la proportion est à peu près la même qu'aux âges de 40, 50 ans et 60 ans, et à 80 ans, d'octogénaire donc, et le nombre d'événements qu'il mentionne est semblable. Il y a un âge plus événementiel, vous vous en doutez, c'est l'âge de 25, autour de 20 ans, nous ne sommes pas allés vers les plus jeunes, c'est l'âge de la transition entre l'adolescence et l'insertion dans la vie active, et vous pensez bien qu'à ce moment-là, nous n'avons qu'à nous souvenir de nos vies pour voir la densité événementielle de changements importants. Donc, la vieillesse n'est pas une période non événementielle. Mais les événements changent de nature. Et la plupart des événements rapportés, vous pouvez le deviner, les changements importants renvoient généralement à la santé, à sa propre santé ou à la santé de ceux qu'on aime, particulièrement celui avec qui l'on vit. Et les changements importants, c'est aussi très souvent des décès. C'est dire que les changements importants dans cet âge renvoient à la nature. C'est une sorte de retour de la nature par rapport à l'environnement socio-culturel. Mais c'est une nature, vous vous en doutez, vieillissante, fatiguée, et ça se traduit assez souvent par des événements qui marquent des pertes. Et dès lors, nous avons beaucoup travaillé autour de la notion de fragilité, de fragilisation comme processus caractéristique du vieillissement. Ricoeur encore nous enseigne, je ne sais pas si j'ai ça ici, voilà, Ricoeur dans un très beau texte à propos du handicap rappelle que
la vulnérabilité est un attribut, fait partie de la condition humaine. L'être humain est par définition un être vulnérable. Mais il ajoute que les lieux de vulnérabilité, c'est d'ailleurs le mot qu'a retenu aujourd'hui le Centre national de compétences dans son projet d'étude, les lieux de vulnérabilité changent selon les âges de la vie. Ce ne sont pas les mêmes. Ceux qui d'entre vous ont des enfants ou des petits-enfants autour de 17-18 ans et qui se posent des questions sur les études et leur entrée dans la vie active, voient bien que la vulnérabilité se trouve ailleurs, qu'elle se trouvera peut-être à 40-50 ans et à nos âges. Nous pensons que la forme que prend la vulnérabilité comme attribut anthropologique au cours de la vieillesse, on peut l'appeler la fragilité. Qu'est-ce que la fragilité ou le processus de fragilisation? Nous l'avons défini comme un processus de perte de réserve physiologique et sensorimotrice qui affecte la capacité de la personne à préserver un équilibre avec son environnement et à le rétablir à la suite de perturbations. Dans un langage plus à la mode, je dirais que la fragilisation est un processus de perte de résilience, de capacité de rebondir, par exemple, à la suite d'un événement, d'une cassure, d'un événement, en anglais on dirait disruptive event, un événement perturbateur qui entraîne nécessairement une reformulation de sa propre vie, une reconstruction de sa propre vie. Cette fragilisation implique, au niveau de la vie quotidienne, différentes conséquences. Une forte augmentation des risques. Et dans le très grand âge, le risque n'est plus tant en dehors de soi qu'en soi. On ne tombe pas on ne tombe plus nécessairement parce qu'on a fait un mauvais geste, mais simplement parce qu'on a perdu l'équilibre, qu'on a défailli, n'est-ce pas? Le risque de fracture, différentes formes de risques qui augmentent largement au fil du temps, au fil de la progression de ce processus. C'est un processus qui affecte nos rapports à l'espace. Dans nos récits, nous entendons souvent une personne nous dire « il y a 5 ans, j'ai rendu mon permis de conduire et depuis 2 ans, je ne peux plus prendre les transports publics ». Ce sont des indicateurs très forts de confinement, de peau de chagrin, d'un espace peau de chagrin, pour reprendre l'image de Balzac. Cela a un autre élément, c'est dans les rapports à autrui. Dans les rapports à autrui, par exemple, une étape qui revient souvent dans les récits, c'est le moment où l'on ne peut plus fonctionner avec autrui sur le principe de réciprocité, de l'échange. Ou par exemple, on ne peut plus, comme avant, du fait d'un certain handicap, visiter celui qu'on aime visiter et qu'on ne peut plus que le recevoir. Et donc, on commence à attendre la visite d'autrui sans pouvoir aller lui rendre visite. C'est aussi pour beaucoup, à partir d'un certain moment, la présence de douleurs. Quand on commençait nos travaux, Jean, je ne sais pas si tu te souviens, mais un des stéréotypes sur les vieux, c'était de dire que les vieux sont hypocondriaques. Ceux qui disent ça, j'aimerais les voir vivre avec de l'arthrite, de l'arthrose permanente et des douleurs comme des personnes, mais aussi des médecins, m'ont décrit. Certains n'en sont pas atteints par chance, mais c'est aussi un risque qui croît. C'est aussi une réduction du temps. Quand on interroge les personnes très âgées sur le temps et sur leurs projets, on constate très souvent un renoncement à formuler des projets. Quelqu'un nous disait « mais pour moi, l'avenir, c'est demain. Au-delà, je ne sais pas. Et un peu plus qu'au-delà, c'est la mort. » Donc, la question que l'on pose ici, c'est comment rester soi-même quand on vit cette trajectoire, quand on vit cette vieillesse. Vous voyez, si vous me permettez ici de dire quelque chose, que je ne suis pas de ceux qui vous disent que la vieillesse, c'est le plus bel âge de la vie. Ce discours optimiste où on se met à danser comme des pentecôtistes, je dirais, autour de la beauté de la vieillesse, je n'y adhère pas. C'est un âge de la vie, je vous le répéterai, qui a son attrait, qui fait partie du défi de la vie, mais j'aimerais ajouter que je rejoins aussi Nizan,
un autre auteur de mes 20 ans qui disait « J'ai 20 ans, je n'autorise personne à dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je ne suis pas du tout sûr qu'avoir 20 ans aujourd'hui ou hier est nécessairement si merveilleux que le prétendent les tenants du jeunisme, c'est-à-dire de cette apologie du rester jeune, qui personnellement ne m'attire pas du tout. » Le psychologue suédois puis américain Erikson, qui est d'ailleurs celui qui a introduit la notion d'identité dans les sciences sociales, a beaucoup travaillé et élaboré une conception du parcours de vie en distinguant des étapes, chaque étape étant caractérisée par une crise et par un défi. Et pour lui, le défi propre à la grande vieillesse, il le synthétisait ainsi: integrity versus despair, préserver son intégrité, donc préserver son identité. Il ne pensait pas à l'intégrité physique, il pensait à l'intégrité psychique. Donc préserver son identité ou sombrer dans l'abandon, dans le désespoir. On peut discuter, c'est une expression extrême, je dirais de ceci, mais là, vous voyez tout l'enjeu de cette capacité à préserver ce sentiment de continuité dans le changement, dans notre identité. Ceci m'amène à maintenant la deuxième partie, qui est plus courte de mon exposé, à vous présenter maintenant parmi les récits que nous avons réunis. Ici, il y a le nom des personnes qui ont travaillé à la collecte de ces quelques 40 récits de grande vieillesse. Nous en avons plus, mais ici, il s'agit de récits de personnes qui sont toutes autour des 90 ans, mais en plus dont je dirais que le processus de fragilisation a atteint un stade bien avancé. J'ai retenu 3 récits. À chaque récit, vous pensez bien que les noms sont des pseudonymes, et chaque récit, nous lui avons donné un titre, c'est le titre entre guillemets, qui reprend une expression qu'ils ont utilisée au cours de l'entretien. Et puis le deuxième titre, La faille, renvoie à cette problématique justement de reconstruction identitaire. Alors, M. Breton, à 91 ans, il a des problèmes de vue et d'équilibre avec le froid. Nous l'avons rencontré un jour d'hiver, c'est Karine Anchaud qui a fait cet entretien, un jour d'hiver. Il nous a dit ne pas pouvoir sortir parce que ses yeux pleuraient tout de suite et il ne voyait plus rien. Et son épouse, avec laquelle il vit et dont il s'occupe avec beaucoup de tendresse, en tout cas d'après ce que nous avons pu recueillir, souffre d'une maladie létale et il nous a dit qu'une fois qu'elle serait morte, il ne sait pas s'il aurait encore le désir de rester en vie. Il a plusieurs enfants et petits-enfants. C'est un homme, c'est ce qu'on appelle un self-made man. Il est parti de peu, maçon, et il a bâti une fortune. D'ailleurs, il nous reçoit dans un immeuble rive droite, avec au 8e étage, avec vue sur le lac et les Alpes. Par ce beau jour d'hiver, c'était absolument magnifique. Et donc, il a une trajectoire professionnelle brillante, une brillante carrière, et il en est fier. L'entretien nous commencions presque toujours par une question assez simple et qui nous intéresse, dont la réponse nous intéressait toujours beaucoup, mais qui marche bien comme pour déclencher un entretien. C'est une question sur la journée d'hier. Qu'avez-vous fait hier? Et lui, il est un peu interloqué par cette question. Il dit, ce que j'ai fait hier? Il regarde l'enregistreur et dit, bon, ben, comme c'est enregistré, il faut que je sois sérieux. Il va se méfier à un moment de l'enregistreur. Alors il dit, je vous dirais que hier, j'ai été ramasser des cerises, mais au Venezuela. On est en hiver à Genève. Il rit. Et puis un peu plus sérieusement, il dit au bout d'un moment, alors on reprend sérieusement, ben j'ai pas fait grand-chose. Et puis très vite, il chibre, j'espère qu'il y a des joueurs de Yas parmi vous, il chibre en ce sens qu'il quitte la vie quotidienne pour raconter les hauts faits de sa vie. Et il emmène Karine circuler dans son appartement pour lui montrer des objets significatifs de ses voyages, des trophées de chasse, des choses comme ça, pour nous montrer finalement que il a eu une vie assez exceptionnelle et qu'il en est content.
Il le dit d'ailleurs, c'est simplement pour vous, j'aime bien c'est simplement pour vous donner une idée que ma vie a été bien remplie. Et pour ça, je suis satisfait maintenant. Puis il continue. À un moment donné, il dit ceci, oui, mais il y a des choses pénibles dont on ne parle pas, et chacun les siennes. Et là, un long silence, il regarde l'enregistreur et il dit, c'est drôle. Malgré l'enregistreur, je vous dis des choses comme ça, des choses que je n'ai jamais dit à personne de ma famille. Et il ajoute, c'est des soucis de famille. Et ce qu'il commence à raconter, c'est justement sa trajectoire de self-made man, et puis qu'il dit, c'est ma vie, j'ai fait une petite fortune et j'en suis très heureux, c'est ma satisfaction, c'est pour ça que je voudrais que mes enfants, mes petits-enfants fassent la même chose. Un temps de silence, mais ils n'ont pas le caractère pour créer quelque chose. Ils subissent, et sa voix tremble assez à ce moment-là. Mon grand problème, c'est que mon fils a dû liquider l'entreprise. Ça m'a fait mal. Ça faisait 60 ans que j'étais à la tête de ça. Pendant 50 ans, j'étais le directeur propriétaire. Après ça, j'ai passé la main à mon fils. J'étais seulement le financier. Puis il a voulu engager mon petit-fils, son fils. Et puis il a fallu liquider. C'était la faillite. Et il continue. Et lui, maintenant, le petit-fils, il en est venu à ne plus pouvoir travailler. C'est, disons, presque un malheureux. Puis là, il y a un long silence. Par malheureux, je crois qu'il voulait plutôt dire un taogenix ou un bon à rien, n'est-ce pas? Ce que j'aurais voulu en faire, moi, j'aurais voulu en faire des chefs, des gens valables. Quoi? Tout le monde ne peut pas. Chacun est fait d'après sa nature, hein? Il y a de ça. La fêlure, elle est là. Il a très fortement, très bien réussi sa vie, mais il a raté la transmission. Et ça lui ronge les sangs. Encore plus, la maladie de sa femme, il l'accepte, ça fait partie de la vie, ils sont âgés, on doit mourir, on y reviendra dans un petit moment, mais il n'accepte pas cet échec et vous verrez que ça prend encore une autre forme à un autre moment de l'interview. Mais je passe à ce stade au deuxième récit. Monsieur Morand, la plénitude, il voulait dire la platitude, mais il a dit 2 fois la plénitude, donc on a réécouté pour être sûr, ou la cassure. Monsieur Morand a à peu près le même âge, il est un peu plus jeune, 87 ans. Il est veuf depuis plus de 30 ans et a accompagné la maladie de sa femme. Il a une famille qui l'entoure. Et dans un voyage à Nice, à un bal musette d'ailleurs, il a rencontré une femme un peu plus jeune, un peu moins âgée que lui, qui est devenue son amie. Et pendant longtemps, il circulait entre Nice et Genève. Mais voilà que quelques années plus tôt, 3 ou 4 ans, il est tombé. Fracture du col de fémur et depuis, vertige, perte d'équilibre et une anxiété permanente, une douleur permanente aussi, avec recours constant aux antidouleurs et aux somnifères. Il porte un téléalarme. Avant de tomber, j'avais beaucoup d'activités. Je rencontrais beaucoup de monde, j'aimais voir des gens, discuter. Je marchais, j'allais en ville, j'allais au bistrot. Depuis que j'ai eu cet accident, je peux dire, je suis réduit. Je suis réduit, c'est une expression assez forte. Un autre moment, il aurait une expression très genevoise, il dira « Des gens comme moi, on s'en couble sur un crachat. » Je ne peux plus faire comme je veux. Et il rajoute « Oui, plus rien n'est allé. Quand j'étais par terre, je ne pouvais pas me relever. Maintenant, si je tombe, il faut que quelqu'un me relève. Je n'ose plus sortir. » Pour M. Morand, dans son récit, il y a une cassure radicale entre un avant et un après. L'avant, c'est je me promenais, je voyais des gens dans la ville, je bougeais pas mal. Maintenant, un avant et un maintenant. Maintenant, je reste chez moi. Depuis que je suis tombé, je ne vais plus nulle part, je n'ose plus aller seul. Avant, j'avais passablement d'activités. J'allais en ville, j'allais à Nice. Maintenant, la vie à Nice, c'est pas marrant. On n'est pas tranquille.
Et il raconte effectivement qu'il a essayé de retourner à l'invitation de son ami, qu'il y est allé, il n'a pas tenu. Au bout de 2-3 jours, il est rentré. Il ne se sentait en totale insécurité. Et alors, quand il parle de Nice avant, il dit « à Nice, ça bougeait, c'était la vie ». Et quand il parle de Nice maintenant, la dernière fois que je suis parti, j'ai vécu anxieux. Et il y a des récits d'agression. Mais avant, il y avait aussi ces agressions. Mais ça ne l'importait pas. Maintenant, et il dit, mais j'ai dû rentrer. Avant, j'étais en pleine forme, c'était la vie. Maintenant, ma vie, c'est la plénitude. Ici, c'est la mort. Et il se considère comme mort sans être mort. Vous voyez cette rupture entre ce qu'est la vie et maintenant sa vie. Et justement, ici, M. Morand ne trouve pas les moyens de reconstruire un équilibre satisfaisant et n'arrive pas non plus à se faire un récit qui articule de manière satisfaisante son présent avec son passé. Troisième et dernier récit, Madame Jacot. Encore, bien entendu, un pseudonyme. L'ange gardien, c'est le récit de l'ange gardien. Et en termes de construction identitaire, nous l'avons sous-titré « L'accomplissement ». Madame Jacot a 90 ans, elle est veuve, elle a divorcé d'un premier mariage, elle est veuve d'un second mariage, elle a une fille du premier mariage avec qui elle a un lien très fort. Le récit de Madame Jacot, c'est le récit des migrants suisses du début du siècle, des migrants en Suisse. Elle est d'une famille d'ouvriers fribourgeois. Cette famille était en crise et les enfants ont été placés dans un orphelinat. Elle raconte, et dans cet orphelinat sévissaient des mauvais traitements. Il a probablement été fermé à cause de ces mauvais traitements, mais elle nous raconte les châtiments corporels. Elle est ensuite placée dans différents endroits. Une fois, d'ailleurs, elle va livrer le lait à la laiterie. Elle travaillait dans une ferme fribourgeoise. Et elle commence à parler avec un jeune qui lui aussi venait livrer le lait. Et elle découvre que c'est son frère. Ja, du bist Peter, etc. À ce moment-là, elle revient au suisse allemand pour raconter cet épisode de sa vie. Déjà dans l'orphelinat, par chance, elle avait un ange gardien. Les nonnes, les sœurs riaient de cet ange gardien, mais elle disait non, non, c'est mon ange gardien, c'est pas Jésus, c'est mon ange gardien. Son ange gardien, là, c'est le tuteur qui me dit-elle, c'est moi qui ai fait cet entretien, qui lui recommande d'aller à Genève, de faire une expérience d'Oper Girl. Elle a des bonnes et des mauvaises expériences. Pour faire un peu d'autocritique genevoise, elle a été placée à un moment donné dans une famille de bonne bourgeoisie genevoise où elle a souffert de la faim. La patronne fermait son garde-manger à clé et elle avait toujours faim. Alors elle est allée le dire à l'agence des Oper Girls qui lui ont dit « mais écoute, va dire à ta patronne que tu la quittes et demain on te donne une autre place, on te trouve une autre place ». Naïvement, elle rentre chez elle en fin d'après-midi et elle parle à sa patronne. Sa patronne lui dit « mais pourquoi tu veux nous quitter ?»« Mais parce que j'ai toujours faim. » Sa patronne se met en colère et la chasse. Et elle passe, elle est en train de pleurer sur un banc d'un parc, près de l'endroit où elle habitait chez sa patronne. Et c'est une nouvelle intervention de l'ange gardien qui s'assoit à côté d'elle et qui lui demande ce qui se passe. Et elle lui parle et lui dit « mais écoute, je connais un endroit où tu peux dormir. Va à telle adresse et je te donne l'argent qui te permettra d'avoir une chambre. » Elle arrive, là l'histoire devient un peu surréaliste car l'adresse, c'est l'adresse d'une maison de passe au Paquis. Il se trouve que le patron, voyant qu'elle a de quoi payer, la protège, tout se passe bien pour elle et le matin, elle peut retourner dans cette agence. Et sa vie continue comme ça, elle tombe enceinte, à cette époque-là on tombait enceinte comme on disait, et elle ne veut pas, son ami de l'époque voulait qu'elle avorte, elle refuse, et à un moment donné, je ne connais pas les détails, il accepte de l'épouser, mais il lui dit « écoute, tu veux que je t'épouse pour lui donner un nom? Ok, je t'épouse, mais tu vas souffrir. » Et effectivement, elle a souffert. Ça a été des années de cauchemar, dit-elle, mais elle a voulu tenir le coup jusqu'à ce que sa fille soit assez grande
Et à 17-18, quand sa fille a eu 17-18 ans, elle a divorcé. C'est là que réintervient l'ange gardien. Elle avait des voisins de palier qui étaient un couple très gentil, qui, comme elle travaillait, s'occupait aussi de sa fille, l'aidait. Et il se trouve que l'épouse de ce voisin de palier décède. Et au bout de quelque temps, son mari lui dit « Mais écoute, pourquoi ne nous marierions-nous pas ?» Et vous allez l'entendre, enfin, dans ce que je vais relater, ça a été le grand tournant de sa vie. Son mari va aussi mourir un jour ou l'autre, il va mourir d'un long cancer, il mourra finalement à la maison dans son lit, dans son récit, elle lui tenait la main la nuit de sa mort dans le lit. Et maintenant, l'ange gardien, ça a été son deuxième mari, mais c'est toujours son deuxième mari, qui est son confident, avec qui elle parle et qui la conseille. Et il y a quelques années, comme M. Morand, elle a connu une chute, elle a même resté une bonne partie de la nuit, ses voisins qui sont un peu sourds à l'étage n'ont pas entendu ses coups de balai. Elle a une chute et une fracture du col du fémur, elle est aussi confinée, mais vous verrez que son confinement a une nature assez différente. Alors, quelques extraits. D'abord, je dirais qu'il m'a paru très très clairement qu'elle attendait cet entretien avec impatience et qu'elle l'avait préparé et qu'elle voulait en profiter pour témoigner. Quand on lui fait le mini-mental test pour voir si, parce qu'on vérifiait si les gens ne sont pas dans la confusion à cet âge-là, elle répond très clairement « Je m'appelle Hilda Jacot, née à Berne, le 14 juin 1915, là aussi j'ai faussé un peu la date, et élevée dans un orphelinat. » Alors elle fait le récit de l'exploitation, des exploitations qu'elle a subies et de l'ange gardien. Et puis il y a eu donc ce grand tournant, ce mariage avec son mari. Elle dit c'était un cadeau. Le mariage avec mon mari, c'était merveilleux. Là a commencé mon bonheur, ma vie. Puis il y a plus récemment, après le veuvage, un tournant récent, il y en a eu d'autres, la mort de son mari a été un tournant, et cet accident. Et elle raconte, après mon accident, alors j'ai dit, ouais, maintenant je suis vieille maintenant. Et là, Madame Jacot part dans une longue méditation. Dans ses entretiens semi-directifs, une des choses très importantes mais très difficiles, c'est de respecter les silences de ceux qu'on écoute. Je suis vieille, long silence. Il y a des choses aussi en moi. Je sens les choses de manière plus réfléchie. Maintenant, tout cela, toute cette vie, je la vois d'une autre façon. Et je vois que j'ai changé complètement en pensée, en pensée. Je suis vieille, j'ai changé en pensée, j'ai gagné la paix. Devenir vieux, ici, égale conquérir une sérénité. Point commun et divergence dans les récits. C'est évidemment 3 récits de fragilisation, de vie fragile. Une chose intéressante, c'est que malgré leurs différences de statut économique, l'un est très riche, l'autre classe moyenne, et Madame Jacot vit, c'est une époque où elle n'a pas touché le deuxième pilier de son mari. Son mari était au service industriel, mais les femmes, les épouses n'avaient pas encore droit à ce deuxième pilier. Donc elle vit de l'AVS et des allocations supplémentaires. Les 3 ont une très forte conscience de la proximité de la mort. Monsieur Breton dit « c'est la fin d'une vie », Monsieur Morand dit « j'ai fait mon tour », Madame Jacot dit « j'entrevois le bout du chemin ». Mais aucun ne fait intervenir des croyances dans un au-delà. Tous ont une même conception de la mort comme la fin de tout. Cela dit, les 3 ont une forte activité méditative centrée sur leur vie passée. Ils effectuent en constance, non seulement dans l'entretien, un travail de mémoire quotidien. C'est un chantier toujours inachevé de reprendre, de reconsidérer leur vie à partir de leur présent et de cet avenir qui est caractérisé selon eux par la proximité de la mort. Pour les 3, l'entretien, d'ailleurs pour les 3, je dirais, dans la plupart de nos entretiens, on peut dire que les personnes de cet âge ont saisi l'entretien comme l'occasion
de faire ce travail d'identité narrative, de faire ce travail qui consiste à relever le défi énoncé par Erikson. Les divergences, maintenant, elles se trouvent dans le résultat de ce travail. Monsieur Breton a cette fêlure du fait de l'échec de la transmission. Il y a une page noire, une face sombre par rapport à la face joyeuse de sa vie bien réussie. Monsieur Morand, vous l'avez vu, a franchi une ligne rouge et n'arrive plus à reconstruire. Madame Jacot, qui vit des choses semblables à Monsieur Morand, même accident, même isolement objectif, le vit subjectivement très différemment. Et dit, la solitude, ah oui, je suis assez seul, mais c'est une solitude contente. Ce sont ces mots, solitude contente. C'est une solitude, ensuite il raconte, peuplée de musique, de petites activités, de souvenirs, et de la présence de son ange gardien qui maintenant a pris la figure depuis longtemps de son second mari, avec qui, je l'ai dit, elle parle de ses soucis, etc. Et Madame Jacot, surtout, témoigne d'une paix qui est l'expression d'un sentiment d'une revanche sur le destin. Elle a, en un mot, conquis son identité. Et elle va nous le dire une dernière fois. La dernière question des entretiens, c'est la suivante. Nous sommes au terme de l'entretien. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil aux jeunes d'aujourd'hui, à ceux qui vous suivent? Monsieur Breton, notre self-made man, est complètement déboussolé par cette question. Il balbutie et des larmes lui viennent aux yeux et il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi qui ai loupé, moi qui ai échoué avec mes enfants. » Donc vous voyez à quel point c'est bien la fissure là. Monsieur Morand a un propos que je vous laisse qualifier. Il faut subir ou alors vous vous suicidez. Madame Jacot, elle prend son temps, les deux autres aussi, mais elle prend son temps, elle réfléchit. Et elle dit, citation, « Être, montrer qu'on est quelqu'un, montrer qu'on n'est pas, qu'on ne vient pas de là-bas au fond, qu'on est quelqu'un. Il faut montrer qu'on est Hilda Grüner. » Fin de citation. C'est aussi un pseudonyme, mais elle ne dit pas Jacot, elle ne donne pas le nom de son mari, elle donne son nom, comme on dit, de jeune fille. Elle affirme son identité. Vous voyez, il faut montrer qu'on est Hilda Grüner, même si on vient de l'orphelinat. Conclusion. Au grand âge, quand la fragilisation affaiblit et transforme le corps et l'esprit et ainsi menace l'intégrité de la personne, Erikson, quand le présent du futur, pour parler comme saint Augustin, n'est plus espérance de vie, mais attente de mort, la remémoration autobiographique est lourde d'un enjeu spécifique, celui de parvenir à insérer sa vie passée au cœur de sa condition présente et ainsi de préserver son identité, d'en marquer la continuité en dépit de toutes les altérations vécues. On reproche souvent aux personnes âgées, ou on dit souvent des personnages très âgés en riant qu'elles radotent. Non, qu'elles ressassent le passé. Mais maintenant, disons, nous avons cru en voir la fonction vitale. Cette ressurgence du passé, ce travail sur le passé, n'est pas la manifestation d'un abandon désœuvré ou d'une nostalgie de ce qu'on n'est plus. C'est ce travail de mémoire dont parle Ricoeur qui exprime la tentative d'assumer sa propre vie et de se donner le droit de dire « j'ai vécu ». Et tout compte fait, ce n'était pas si mal la vie que j'ai faite et que j'ai eue. J'ai vécu, et de dire cela au moment où la mort se fait pressante. Je vous remercie. Cette image marche toujours. Merci beaucoup, cher professeur Lalièvre d'Épinay.
comment parvenons-nous ou non à investir notre passé pour en faire une force pour le futur? Je crois que cette question m'accompagnera non seulement aujourd'hui, mais dans mon proche futur s'il en est un. Pour le moment, je vous propose que, comme d'habitude, l'on s'arrête quelques minutes pour que celles et ceux qui veulent s'en aller puissent le faire et que celles et ceux qui veulent se rafraîchir puissent le faire également. Pendant ce temps-là, on fera circuler des bouts de papier pour vos éventuelles questions et après quelques minutes, notre ami Lalive d'Épinay tentera de répondre à vos interrogations. Alors, pour celles et ceux qui le veulent, à dans quelques minutes.
Tu me dis. Maman, il nous reste combien de temps? Je ne vais pas trop dépasser, non. Bon, ben, ça va bien. Voilà, eh bien, si vous voulez bien, on va s'y remettre. Monsieur Lalive d'Épinay a eu le temps d'au moins regarder les questions, sinon de les réfléchir. Il va essayer d'y répondre, ou en tout cas de les esquiver. Oui, c'est bien. Est-ce que les micros marchent? Vous m'entendez? Est-ce que les micros marchent? Voilà. Alors, vos questions témoignent d'ailleurs de l'enjeu existentiel de mon exposé et de ce dont j'ai traité. Alors, par quoi commencer, hein? Par quoi commencer? Toutes les questions sont essentielles. Commençons par celle de la personne qui me rappelle que M. Queneau, ce ténor vaudois, est décédé à 108 ans, sereinement, en disant « ça suffit ». Merci. Et le commentaire « c'est magnifique ». Non. C'est magnifique. Je ne sais pas dans quelles conditions il a vécu les dernières années. J'aimerais simplement vous dire que pour ma part, en tout cas, à ce point de ma vie, ça me désespérerait que de voir vivre jusqu'à 108 ans. En fait, parce qu'il y a un temps où mes collègues gériatres me serinaient avec les centenaires, c'était la grande mode des centenaires, j'en ai rencontré quelques-uns. Quoi qu'on me dise, alors je ne sais pas, il y a certainement des exceptions, et j'ai dit j'en ai rencontré quelques-uns, mais je n'en ai pas connu d'heureux. Il peut y avoir des exceptions. Quelle attitude avoir devant votre mère âgée qui vous dit tous les jours qu'elle va mourir et que je ne sais pas ce que c'est de mourir, qui exige en permanence et ne montre aucun amour. C'est une situation extrêmement douloureuse. Nous l'avons rencontrée parfois dans des entretiens. Ces parents âgés qui sont comme des tonneaux d'Anaïde. C'est-à-dire, plus on donne, et plus c'est percé, et plus ça demande. C'est une situation, je pense ici par exemple que Madame Quinaudot, qui a écrit un ouvrage sur la vieillesse, qui est psychanalyste, pourrait vous en dire plus que le sociologue que je suis. Ce que je sais, c'est que cette personne exprime un sentiment de solitude qui est certainement un sentiment dépressif, c'est-à-dire une situation.
Nous avons eu une fois un entretien dans les travaux que je menais avec l'ancien groupe santé de l'Université du Troisième Âge, avec le professeur Fabre. Et dans un entretien, il y avait une personne qui justement souffrait beaucoup d'abandon et qui disait « Hier c'était terrible, je n'avais rien d'effectif ». Et puis, en fait, elle ne disait pas, on a repris l'enregistrement, elle disait « Je n'ai rien d'affectif », n'est-ce pas ? Et ce qu'elle faisait, il n'y avait pas d'affection. Mais là, ce que la personne qui a écrit ce billet semble relater, c'est plus. C'est une situation de manque, n'est-ce pas ? Et c'est ça peut-être la définition de la dépression. Une situation de manque que personne ne peut combler. Et là, et je dirais même que dans ces situations de manque où il y a une demande, c'est une soif inextinguible, n'est-ce pas? Où il y a une demande jamais satisfaite, je pense que la seule chose que l'on peut faire, c'est essayer de suggérer un dialogue avec un spécialiste, avec un psychothérapeute. Je pense d'ailleurs que dans ce travail, pour ces personnes qui ont beaucoup de peine à finalement faire, à se reconstruire de manière satisfaisante leur identité, par la remémoration de leur vie, par la sélection, etc., je pense qu'ici, un accompagnement, une intervention de psychothérapeute peut être utile. À l'époque classique de la psychanalyse, on disait qu'à partir d'un certain âge, c'est trop coûteux, ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de terminer sa vie en paix, n'est-ce pas ? Et que ce n'est jamais trop coûteux. Mais ce que je sais d'expérience, c'est qu'il est des situations où l'on se trouve impuissant à répondre à la demande. Et il faut savoir accepter sa limite. Et je pense que je m'engage dans un terrain, je ne suis pas un thérapeute, loin de là. La seule idée de faire sourire mon ami Jean, qui considérait certainement que comme thérapeute, je serais un désastre ambulant et qu'il faudrait très vite m'enfermer. Mais je pense que là, il faut ne pas culpabiliser. On n'est pas tout puissant. Dans le grand âge, on a toujours, vous l'avez dit, dans le grand âge, on entend toujours plus des autres. Comment le leur faire savoir quand on n'a plus grand-chose à donner? Je n'ai pas de recette. Je déteste les recettes. Il n'y a pas de recette générale, il y a des attitudes. Vraiment, là, peut-être l'un d'entre vous aurait quelque chose à dire à ce sujet. Oui, moi. Vas-y. Je m'excuse d'intervenir comme ça, mais il se trouve qu'on avait travaillé pas mal sur les réseaux de solidarité dans les familles romandes. Et on dit toujours qu'il n'y a plus de solidarité, etc. On avait montré qu'il y en avait pas mal. Mais parmi les choses que l'on avait montrées, une différence nous a frappés. C'était la différence entre ce que les personnes de la génération pivot, ceux qui ont 50 ans, étaient d'accord d'offrir aussi bien à leurs aînés qu'à leurs cadets, et ce que les aînés étaient prêts à demander. Il y avait une sorte de pudeur, une sorte de honte à demander qui faisait qu'on taisait ses besoins, qui faisait qu'on se privait des ressources de l'environnement. Et c'est ça qui est dommage, parce que dans le même temps, on pouvait observer que les familles où se faisait cette aide, où elle s'exprimait, étaient caractérisées chez les aidants par de la fierté, par de l'affection, par un sentiment de contentement. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Mais si on est dans des situations comme ça, où l'aîné se dit que faire quand on n'a plus rien à offrir, mais seulement à demander, eh bien, il y a une chose à faire,
c'est demander et plus. Certains d'entre vous se font des reproches. Par exemple, cette personne, celui d'entre vous ou celle d'entre vous qui a écrit « Je n'ai pas assez écouté les récits de ma mère, de mon père, maintenant c'est trop tard. Je le ressens comme un manque dans ma propre histoire. » C'est certain. J'ai personnellement perdu mon père quand j'avais 17 ans. J'ai longtemps rêvé que je lui posais des questions et ça m'arrive encore. Et je comprends très bien cette souffrance. Mais ça sert à quoi de se faire des reproches? Et peut-être ce qui est possible, c'est de se dire maintenant, si je rencontre des gens, des oncles, des tantes, ou des personnes, des plus vieux que moi qui ont connu mes parents, je pourrais les écouter eux et ils pourront me raconter des choses, s'il reste des survivants, sur mes parents. Ce que je sais, c'est que l'autocritique, dans la mesure où on peut rebondir avec l'autocritique, c'est positif. Se faire des reproches, ça devient, si vous me permettez, dont on ne peut rien faire, ça devient quelque chose de très dommageable pour la personne et de totalement inutile. Mais c'est vrai que peut-être la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, que vous serez malgré tout pressé, parce que même quand on est vieux et retraité, tellement de retraités me disent « c'est terrible aujourd'hui, j'ai moins de temps qu'avant ». C'est un propos que je trouve insupportable, soit dit en passant. Eh bien que vous aurez cette disponibilité pour quelqu'un qui n'est ni votre père ni votre mère et qui ne vous apprendra certainement pas les mêmes choses sur votre propre histoire, votre propre généalogie. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on fait avec nos responsabilités civiques pour arrêter la destruction de la planète par notre surproduction et surconsommation? Si vous me permettez, cette question me paraît un peu en dehors du topo. C'est la question de la responsabilité civique. C'est un thème qui nous passionne au centre, mais excusez-moi, le plus bel homme du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'il a. Et comme je ne suis pas beau, si je ne l'ai jamais été, je vous ai donné le peu que je pouvais vous donner. Vous avez surtout relaté le vécu de couple. Et ce sont la plupart du temps les femmes qui terminent leur vie seules. Dans ce que je vous ai raconté, il y avait un couple. L'autre n'était plus un couple. Et même Nice, Capri, c'est fini, quoi. Nice, c'était fini. Et la troisième personne était une femme. Mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est vrai qu'il y avait un biais dans ma sélection, un biais de genre. Il y avait 2 hommes et une femme. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais ça n'a pas d'incidence sur ce type de récit, n'est-ce pas? 2 des 3 vivent la solitude et le 3e vit l'agonie de son épouse. Hein. Il arrive que la fatigue et la fragilisation fassent souhaiter la mort. Que faire? Eh bien, accompagner le mourant. On a le droit de mourir. On va mourir. Qu'est-ce que c'est que ce déni de la mort? Il y a maintenant une école, une énorme assemblée de médecins qui s'intitule Anti-Aging. On parlait du successful aging, du bien vieillir, je suis. Mais anti-aging, je ne marche plus. Ce serait un autre thème dont on pourra peut-être parler une autre fois. La mort fait partie de la vie et à un moment donné, il faut l'accepter. Alors dans quelles conditions, et même dans quelles conditions on s'approche de la mort et on accepte la mort? Il y a eu aujourd'hui le verdict concernant cette ancienne médecin, médecin retraité, n'est-ce pas, qui travaille dans Exit et qui finalement a fait le geste que la personne qui voulait mourir ne pouvait plus faire. Elle a été acquittée, il y aura recours, etc. Moi, j'ai un très très profond respect pour ces personnes qui, à un moment donné, disent « j'ai assez vécu, la vie est derrière moi ».
Neruda, confieso que he vivido. Je confesse que j'ai vécu ça, côté catholique religieux, mais oui, j'ai assez vécu pour pouvoir voir la mort venir et peut-être, pourquoi pas, choisir de mourir. Quand j'avais 20 ans, quand vous aviez 20 ans, est intervenue dans nos vies une petite chose magique, la pilule. Souvenez-vous. Souvenez-vous de tout le débat autour de la pilule. Nous n'avons pas le droit, nous disaient les autorités, de nous opposer à la venue de la vie. Avec la pilule, notre génération a entré dans l'âge adulte en ayant ce dilemme du recours aux moyens anticonception. Comment ? Voilà, anticonceptionnel, merci. C'est la fatigue, c'est l'âge. Et finalement, je crois que ça a très vite passé dans les mœurs et la plus grande partie d'entre nous y avons abondamment recouru. Mais c'était donc nous arroger le droit, vous surtout mesdames, puisque c'est vous qui décidiez le plus souvent, le droit de décider quand nous acceptions de donner la vie. Maintenant, nous sommes, avec la longévité, avec le fait que, grâce au progrès de la médecine, on soigne à peu près n'importe quoi, sauf les maladies dégénératives, eh bien, effectivement, un nombre croissant de personnes âgées vont se trouver placées devant le dilemme de prendre le risque de s'enfoncer dans une maladie dégénérative, c'est-à-dire dans ce que certains appellent la mort psychique et non la mort physique. Et ça pose la question de notre rapport à la mort, de notre rapport, de savoir comment nous nous positionnons devant la mort. Alors, à la question, quand une personne souhaite la mort, que faire ? Eh bien, la respecter dans son souhait de mort. Essayer de l'accompagner, essayer de faire qu'elle continue à prendre cependant plaisir à la vie jusqu'au moment où la vie s'éteint. Ce n'est certainement pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire, mais je trouve que nous avons là affaire à une question existentielle qui est la dernière question de notre vie. Et encore, j'aimerais vous citer Marguerite Yourcenar, qui disait dans un texte « Je ne veux pas qu'on me prive de ma mort, car c'est la dernière expérience que la vie m'offre. » Alors là, il y a une question intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes, toutes les questions étaient intéressantes, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes qui sont à l'image de Madame Jacot dans cette sérénité ? Je suis incapable de vous le dire. Pour une raison très simple, vous pensez bien que pour répondre, il faudrait faire une analyse quantitative. Or, dans une enquête de type par questionnaire fermé, comment arriver à cette question de la construction identitaire ? Il faudrait multiplier les questions, n'est-ce pas ? Pour ceci, il faut écouter. Or, l'approche par l'écoute, c'est une approche qu'on peut faire seulement sur un nombre réduit de personnes. On peut faire jusqu'à 100 entretiens, etc., mais on n'aura pas un échantillon représentatif, n'est-ce pas ? Donc, même si on fait une analyse sur un nombre relativement important d'une centaine de personnes, cette analyse ne sera pas représentative. Ce que je peux vous dire, à ce stade de mon écoute, c'est que je n'ai pas eu le sentiment que c'était un fait plus masculin que féminin ou plus féminin que masculin. Mais alors la question suivante serait, et c'est une question qui est là, est-ce qu'il y a des prédispositions à cette capacité de résilience, cette capacité de se reconstruire, non pas de construire l'histoire de sa vie au sens objectif, mais de se construire une histoire qui permette de dire « Eh bien, ma vie, j'en ai quand même fait quelque chose, je suis content. J'ai vécu. » N'est-ce pas ? Et maintenant, ce que je vis, c'est durable. Un de mes amis, d'ailleurs, je dirais que je suis aussi de cela, dit « Maintenant, à partir de mon âge, ce que je vis, je le ressens comme durable. Mes enfants sont grands, etc. Hein, j'ai fait mon boulot et maintenant, j'ai une sorte de prolongation, de rabais dont j'essaye de profiter. » Qu'est-ce qui fait que certains peuvent avoir cette philosophie de vie et d'autres pas ? Je vous dirais que je ne le sais pas. L'analyse de ce type de capacité demanderait une exploration
plus fine peut-être que des travaux psychologiques ultérieurs. Ce que je sais, vraiment c'est une des conclusions très fortes auxquelles je parviens, c'est que dans cette capacité réside certainement un des secrets du bien vieillir et de la capacité à accepter de mourir. Alors une dernière question, je ne sais pas si j'ai toutes prises, mais j'en ai pris pas mal. Si la vieillesse permet en quelque sorte de signer sa vie, est-ce que cette signature a un sens pour la génération suivante ? Le sens qu'on a à son existence, je pense qu'on a à se le donner chacun pour nous, soi-même. On ne peut pas le donner à la génération suivante. La question de la transmission est une chose assez mystérieuse. C'est à chacun de se forger son sens, de se forger son sens civique aussi, sa responsabilité. Et cependant, et là peut-être Jean, tu pourrais venir et puis aussi conclure de ce point de vue, parce que Jean, donc, Kelleral, c'est un spécialiste de la famille. La famille, c'est un système intergénérationnel. Il a parlé de la génération pivot. Il me semble que dans beaucoup de récits que l'on fait avec des plus jeunes, on les entend parler de leurs parents et de ce que les parents leur ont dit. L'héritage, il est là. Je pense que si vous pensez à vos parents, bien entendu, on avait un autre modèle d'éducation, on vivait dans un autre temps, dans un autre monde, mais vous voyez aujourd'hui ce que vous rejetez de vos parents, mais ce que vous avez repris et fait fructifier. Vous avez parfois le sentiment que vos parents, peut-être vos petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, il y a un âge béni avec le petit-enfant, puis tout d'un coup, il préfère ses copains à ses grands-parents. Et c'est une tristesse, oui, mais c'est absolument nécessaire pour cet enfant, cet adolescent, qu'il se libère et qu'il préfère ses grands-parents. Mais qui vous dit qu'il ne dira pas plus tard « Ma grand-maman, mon grand-papa m'a appris telle chose ». Bon, voilà, on ne le saura peut-être jamais. Jean, là-dessus. Merci beaucoup encore une fois, chers collègues. Comment se construire une narration de nous-mêmes qui nous permette d'aller vers un futur plus ou moins maîtrisé. Cette question que Christian nous a fait un peu toucher pour le grand âge apparaît de plus en plus importante aussi pour les âges moyens, et je prends l'exemple des familles. Aujourd'hui, les familles peuvent faire grosso modo ce qu'elles veulent. Elles doivent choisir avoir des enfants ou pas, se marier ou pas, divorcer ou pas, de travaux ou pas, de travaux professionnels, avoir combien d'enfants, quand les avoir, etc. Et il n'y a plus, par différence à ce que j'ai vécu moi et ce que vous avez vécu vous, il n'y a plus en quelque sorte de guide ou d'obligation, de rails sur lesquels les familles puissent avancer sans être en quelque sorte conscientes d'elles-mêmes. Obligations juridiques, contraintes religieuses, contraintes du qu'en dira-t-on, tout ça c'est largement défait, si fait que les familles sont convoquées à l'obligation de se construire leur propre mythe, dans le bon sens du terme mythe, leur propre narration, leur propre histoire, pour savoir où aller, comment. Ce qui était donné par l'environnement dans un proche passé, ce qui était donné par l'environnement aujourd'hui, doit être largement inventé par les sujets eux-mêmes, par les familiers eux-mêmes. Et c'est là une force, une possibilité extraordinaire de liberté, mais aussi un défi considérable, plein d'angoisse, plein de cassés de figure, plein, comment dire ça, de laisser aller aussi, parce qu'on ne sait plus. Donc, autour de cette narration comme constructrice de notre propre vie,
il y a vraiment un enjeu contemporain extraordinaire, qui est contemporain de la disparition relative des églises, de la mobilité géographique des gens, de la mobilité professionnelle des gens. Qui aujourd'hui, posez-vous cette question, qui aujourd'hui vous connaît tel que vous avez été petit? Qui a pu vous accompagner tout au long de votre vie? Pas grand monde. Le risque est très gros aujourd'hui que nous n'apparaissions même à nous-mêmes que comme des tranches de salami, sans que personne ne voie l'unité à part nous. Et ça, c'est une situation radicalement différente par rapport à ce qu'ont vécu, par exemple, ma mère. Elle a été accompagnée du premier au dernier de ces moments par à peu près les mêmes personnes, par les mêmes groupes paroissiaux, par les mêmes groupes d'amis, par le même cadre socio-professionnel. Dès lors, en quelque sorte, le travail, d'une certaine façon, pour elle, était tout mâché. Son identité lui était comme donnée par ses appartenances. Voici, et j'en termine parce que sinon, voici que ces appartenances, ce sont pour nous, et plus encore pour ceux qui nous suivront, largement défaites. Nous devons conquérir notre identité dans cette absence d'appartenance. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la famille est plus essentielle que jamais dans la construction de l'identité. Parce que les seuls à me connaître un peu, c'est qui finalement? C'est mes proches, c'est mes enfants. Les autres ne m'ont connu que comme professeur, que comme sportif, que comme locataire, je ne sais quoi. Donc attention, c'est aujourd'hui dans le regard d'autrui que se construit l'identité, dans le rapport plus exactement entre le regard d'autrui et le mien. Voilà. Merci à vous tous. Ah, j'ai oublié quelque chose. Et comme il est un peu vaniteux, il me le reprocherait. Dès bientôt, c'est Christian Lalive d'Épinay qui reprendra ma place dans la section des sciences sociales et juridiques de UNI 3. Je lui souhaite un fructueux travail.